Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons parler justement des difficultés d'apprentissage, bouger pour apprendre. Mais avant, Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Très bien, je suis pleine de forme, pleine de forme. Et toi? Eh bien, écoute, pareil. Bon, c'est nickel. Alors justement, que recouvrent réellement les difficultés d'apprentissage et comment sont-elles repérées, évaluées et à partir de quel âge peut-on les identifier? Les difficultés d'apprentissage, elles sont souvent perçues comme un blocage scolaire uniquement. Mais en fait, elles recouvrent une réalité bien plus nuancée et sont plutôt une mosaïque, on va dire, de réalité. Pour bien comprendre, à mon sens, il faut d'abord distinguer ce qu'on appelle les difficultés simples, c'est-à-dire les difficultés passagères qui sont liées à un contexte particulier, des troubles plutôt plus spécifiques, hein, qui sont plutôt durables et d'origine neurobiologique, on va dire. Je dirais qu'on peut diviser ce vaste domaine en deux grandes catégories, hein, qui s'entrecroisent assez souvent. On a tout ce qui est troubles 10, spécifiques. Troubles spécifiques, ce sont des dysfonctionnements, c'est-à-dire cognitifs, qui touchent une fonction précise, qui peuvent être la lecture, le calcul, les gestes, la motricité, l'attention. Alors, ils ne sont pas liés, attention, à un manque d'intelligence, hein, ou de volonté, mais plutôt à une organisation, on va dire, différente du cerveau. On a ensuite les difficultés transversales. Elles concernent souvent les fonctions exécutives. C'est un peu le chef d'orchestre du cerveau qui, on va dire, a du mal à planifier une tâche, à mémoriser des informations à court terme ou à rester concentré malgré toutes les distractions qui peuvent se présenter. Après, pour ce qui est du repérage, je dirais au départ, il est souvent informel. Il commence bien souvent par l'observation soit des parents ou des enseignants qui remarquent qu'il y a un petit décalage qui est persistant malgré les efforts de l'enfant. À l'école, par exemple, il va vite se fatiguer ou il va éviter certaines tâches, comme par exemple la lecture à voix haute. Euh, il peut aussi obtenir des résultats qui vont être complètement fluctuants ou totalement hétérogènes. Il va être très bon à l'oral et en grande difficulté à l'écrit ou inversement. À la maison, ça peut se traduire on peut observer tout du moins une lenteur excessive pour les devoirs ou une frustration qui peut être importante face à des difficultés. Euh, il y a aussi une difficulté à automatiser aussi certains gestes, hein, qui peuvent être anodins, c'est faire des lacets, mettre la table et j'en passe pour les exemples. Une fois que l'alerte, entre guillemets, est donnée, logiquement, on va pas se contenter d'un simple constat. Là, on va s'engager des bilans, hein, pour comprendre le fonctionnement de l'enfant. Alors, ça peut être des bilans psychométriques, hein, par exemple, qui eux sont réalisés pardon, par soit des psychologues, neuropsychologues. Et ensuite, il y a des bilans aussi un peu plus spécialisés. Selon les besoins, en fait, pardon, on va faire appel à un orthophoniste, un ergothérapeute, un psychomotricien, que- voilà, ce type de praticien, on va dire. Voilà. Alors, à quel âge on peut identifier ces problématiques? Je dirais que c'est ici que ça réside toute la subtilité, en quelque sorte, puisque le cerveau de l'enfant est toujours en plein développement. Pardon, donc il faut être quand même prudent, hein, il faut pas se dire, oh, ben, ça y est, mon enfant, il a un problème parce que, voilà, ouais, c'est pas toujours le cas, c'est pas systématique, hein, c'est pas parce qu'il a des difficultés à faire ses lacets que ça y est, il a une problématique d'apprentissage. Mais on dit souvent qu'avant 6 ans, on parle de signes d'appel, euh, qu'on peut repérer par un retard de langage, une maladresse motrice aussi, ou une difficulté à reconnaître soit les formes, les sons, par exemple. Entre 6 et 8 ans, on va dire que là, c'est vraiment l'âge charnière, parce que c'est là où débute vraiment l'apprentissage de la lecture et du calcul, et c'est là aussi que peuvent se creuser les écarts.
Et c'est souvent là qu'on diagnostique, par exemple, la dyslexie ou la dyscalculie. C'est vraiment là, à ce moment-là, ou à cet âge-là, que le diagnostic est posé. Après 8 ans, ça peut être notamment pour les troubles comme le TDA ou TDAH, hein, ou encore les troubles de raisonnement qui peuvent être un peu plus complexes. Le diagnostic peut être bien sûr un peu plus tardif quand la demande scolaire devient plus exigeante en termes d'autonomie, je dirais. Alors, en fait, plus l'intervention est précoce, plus on va limiter l'impact sur l'estime de soi de l'enfant. C'est surtout ça aussi en kinésiologie sur lequel on est attentif. Donc, c'est vrai que plus l'accompagnement est précoce, moins les effets ou les impacts sont engrammés. Donc, et bien sûr, en kinésiologie, il n'y a pas d'objectif de guérison, hein, puisque c'est pas du tout la domaine ou la philosophie, mais c'est plutôt mettre en place des stratégies permettre de compenser et d'aider l'enfant donc à évoluer plus sereinement malgré son différentiel d'organisation cérébrale. Comment la kinésiologie peut-elle aider à identifier les causes émotionnelles, corporelles ou liées au stress qui entravent justement les apprentissages? En complément, je dirais tu vois, des rééducations classiques que j'ai citées, la kinésio, elle va intervenir en fait pour lever les barrières invisibles qui en fait qui empêchent l'enfant d'accéder à ses pleines capacités. Comme je l'ai dit et que je le répète chaque chronique, je pense, le corps, il va garder toutes les étapes clés du développement pour un enfant. Et ça peut être vraiment des événements qui sont sans lien, entre guillemets, à l'apprentissage scolaire. Mais par exemple, tu vois, un apprentissage de la propreté qui aurait été vécu soit dans la contrainte, ou une séparation des parents précoce ou une séparation, une mise en crèche, tu vois, qui a été douloureuse pour l'enfant. Enfin, ça peut créer une insécurité qui peut être vraiment profonde chez l'enfant. Donc, comme je disais, si l'apprentissage de la propreté a été vécu dans la contrainte, la peur de l'accident, ou une pression excessive, ben, l'enfant, il peut pas parfois développer un besoin de contrôle rigide. Et en fait, euh, symboliquement, écrire, c'est vraiment laisser une trace de soi hein, et vraiment s'autonomiser, entre guillemets, on devient un peu plus autonome. Donc, si l'enfant, il craint de mal faire, il va revivre inconsciemment eh ben, ce stress et peut projeter en fait cette inhibition sur son écriture. Alors, ça va se traduire comment? Ben, le geste, il va se crisper, le stylo, il va être serré fort et l'apprentissage, ça va devenir une source de souffrance plutôt qu'un plaisir en fait, hein, en lien avec parce qu'il a engrammé quand il était petit face à l'appropriation de la propreté entre guillemets. Tu vois, si on parle de séparation difficile, alors la séparation difficile, comme je disais, hein, ça peut être une entrée en crèche mal vécue, ça peut être une hospitalisation où là, il y a eu séparation avec ses parents ou le divorce. Et ben, ça va créer un état de stress chronique en fait chez l'enfant. Et il faut savoir que le cerveau, il peut pas apprendre et stresser en même temps. Donc, en cas d'insécurité affective, le cerveau il va privilégier le système limbique, c'est-à-dire les émotions, au détriment du cortex préfrontal, le raisonnement et l'apprentissage. Donc, l'écriture, c'est un outil de communication vers l'autre, hein. Donc, si le lien à l'autre, souvent la figure d'attachement, a été une source de souffrance, eh bien, l'enfant, il peut toujours inconsciemment, hein, on est d'accord, hein, bloquer l'accès à ce langage parce que le langage écrit, qu'est-ce que ça va symboliser? Ça va symboliser l'autonomie et le détachement de la fusion maternelle ou du lien d'attachement, de la figure d'attachement. Donc, d'un point de vue physiologique, tu as aussi ce qu'il faut savoir, parce que mon nombre n'ont pas en tête, même des enseignants, c'est que les, comment dire, la maîtrise des muscles du bas, donc sphincter, etc., et celle des muscles de la main, motricité fine, ils sont liés par le tonus musculaire global. Donc, pour bien écrire, l'enfant, il doit être stable sur sa chaise. Donc, s'il y a un stress qui est lié à la propreté, tu vois, qui a créé des tensions chroniques au niveau du bassin, tu vois, s'il se retenait,
qu'il avait peur de faire sur lui, que sais-je. Eh ben, ou sur la colonne vertébrale, du fait de toujours, tu sais, d'être en mouvement comme ça, de se retenir, eh ben, cette instabilité, elle peut remonter jusqu'à l'épaule, jusqu'au coude et ensuite au poignet. Donc, ça peut véritablement après avoir un impact sur l'apprentissage de l'écriture. Donc, en kinésio, on s'attache, on s'attaque aussi à l'aspect physiologique de l'apprentissage. Le stress, il peut vraiment déconnecter la communication entre l'hémisphère logique, l'hémisphère global. Et il y a des exercices vraiment très spécifiques en matière d'apprentissage qui vont permettre de rétablir cette fluidité. Euh, de plus, on sait aussi, nous, en kinésiologie, qu'il y a des réflexes de bébé, comme par exemple le réflexe de l'appréhension. S'ils sont pas bien intégrés, ils vont venir parasiter la motricité fine au moment de l'apprentissage. Donc l'enfant, il va s'épuiser alors à lutter contre son propre corps pour tenir un stylo ou pour rester assis droit. En résumé, je dirais qu'identifier un trouble, c'est déjà lui donner un nom. En kinésiologie, on va l'évaluer et en l'évaluant, ben, ça va nous permettre de comprendre la source émotionnelle ou corporelle. Et quand on va libérer les tensions anciennes, eh bien, on va permettre aux rééducations, entre guillemets, dites classiques, d'être beaucoup plus efficaces et surtout à l'enfant de retrouver confiance en lui. Alors, je vais sortir ma scie. Et si l'agitation, le besoin de bouger ou l'impatience, justement, étaient en réalité des tentatives d'autorégulation du système nerveux que la kinésiologie peut aider à rééquilibrer? C'est une question super pertinente, Sophie, franchement. Enfin, tu vois, effectivement, si l'enfant qu'on punit parce qu'il s'agite sur sa chaise était en fait, en réalité, en train de mener un combat un peu invisible pour maintenir soit son cerveau en éveil, ou soit sa crainte, son stress de mal faire. Tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment une perspective qui change tout, quoi. L'agitation, l'impatience, qu'est-ce que je pourrais dire? Le besoin de bouger, ce sont pas des preuves de mauvaise volonté systématique, hein, d'incorrection ou de mauvaise éducation, hein. Ça peut être tout simplement des tentatives d'autorégulation d'un système nerveux qui est en train de chercher un équilibre, hein. Euh, donc, moi, ce que je trouve fabuleux vraiment en kinésiologie, c'est que on s'efforce vraiment de décoder le langage corporel pour vraiment transformer en fait cette agitation en sérénité. L'agitation, en fait, c'est quoi? C'est un signal de survie parfois, mais en aucun cas un défaut, comme je disais, ou un manque d'éducation. Ça peut être parfois le système nerveux qui dispose d'une fenêtre de tolérance et quand le stress ou la surcharge d'informations à l'école dépasse cette fenêtre, ben alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bascule en mode hyperactivation parce qu'il est plus en capacité d'intégrer les informations qu'il est en train de recevoir. Donc, pour certains, certains enfants, bouger les jambes ou tripoter un objet, c'est pas une manière de se révolter ou d'être insolent, mais ça peut traduire une manière aussi instinctive de, en fait, stimuler son tronc cérébral afin de rester attentif. Parce que parfois, sans ce mouvement, eh ben, le cerveau, il s'endort ou il décroche. Donc, je trouve que l'impatience, c'est souvent la manifestation en fait, d'un système nerveux qui perçoit en fait la tâche scolaire ou l'apprentissage scolaire comme une menace, alors qui est en lien avec certainement des stress hein, qu'il faut aller creuser, mais l'agitation, en fait, ça devient alors plutôt une fuite sur place que le corps euh, tente de se préparer en fait il tente de se préparer pour échapper à une situation qu'il juge insupportable. Il n'est plus en capacité d'apprendre. Donc, en kinésio, on ne va pas chercher à supprimer le mouvement, bien au contraire, hein. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, on va plutôt chercher à apaiser la source d'alerte qui est à l'origine des mouvements intempestifs ou autres, enfin, ce qu'on peut appeler intempestifs. En fait, beaucoup d'enfants agités, ils pressentent ce qu'on appelle aussi le réflexe spinal de Galant, qui est encore actif. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce dont il s'agit, c'est quand l'enfant est vraiment petit sur le ventre, si on touche le bas de sa colonne vertébrale, il va avoir tendance
tu sais, à faire un peu le, je sais pas comment on pourrait dire, enfin, mais tu vois, l'épaule qui va vers la hanche, etc. Tu sais, comme ils se remuent quand ils sont petits. Et en fait, eh ben, ce réflexe, qu'est-ce que ça va faire? Ben, il va se réveiller quand le dos va être en lien avec le dossier du siège, par exemple. Donc, ce qui va provoquer de facto, puisque c'est un réflexe, un spinal, une torsion involontaire des hanches. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'enfant, il va gigoter sans cesse. Euh, donc là, en kinésiologie, quand on rencontre ces cas de figure, ben, ce qu'on s'efforce de faire, c'est intégrer ce réflexe au niveau neurologique pour que rester assis, en fait, ça soit plus une lutte physique permanente. Le système nerveux autonome, il va osciller entre l'action sympathique et le repos, le parasympathique. Donc, si le stress ancien a bloqué le curseur sur l'action, ben, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va vivre dans une impatience chronique, tout simplement. Donc, l'idée, c'est qu'on va tenter d'aider le corps à décharger ce surplus d'électricité ou d'activité pour que le système nerveux, en fait, il retrouve sa flexibilité et qu'il s'active pour apprendre, puis revenir au calme pour intégrer. Euh, Ce que je peux dire de plus, c'est que plutôt que de subir une agitation qui est complètement désordonnée, en fait, la kinésiologie, elle va proposer des mouvements qui sont ciblés, comme le crayonné miroir ou la chouette. Hein. En fait, c'est des exercices qui vont venir canaliser l'énergie motrice vers des circuits neuronaux utiles. Donc, en quelque sorte, le mouvement, il va devenir véritablement un outil de focalisation, en fait. Donc l'énergie, elle va plus être gaspillée à s'agiter une nouvelle fois à droite, à gauche, mais elle va être investie dans la concentration, ce qui va faciliter de facto l'apprentissage. Si je peux résumer, si on parvenait à comprendre que l'agitation, c'est parfois un cri du corps, hein, pour retrouver la sécurité, ben, on cesserait de lutter contre l'enfant et donc et l'enfant, il cesserait de lutter contre lui-même et donc il pourrait en fait trouver une clé grâce à la kinésio et les autres pratiques, mais surtout la kinésio pour le fait euh, où on réinstalle un sentiment de sécurité intérieure, d'apaisement, on libère les réflexes spinaux archaïque, entre guillemets. Et une fois que le système nerveux, ben, il se sent relaxé, en sûreté, il n'a plus besoin de bouger pour s'apaiser de lui-même. Il laisse plutôt une place qui est vraiment saine et une place énorme pour tout ce qui est curiosité naturelle et donc une attention qui est de facto plus sereine et apaisée. Comment le mouvement, les tests musculaires et la libération du stress peuvent-ils soutenir l'intégration et la consolidation des apprentissages selon toi? Eh ben, pour comprendre, en fait, comment la kinésio elle peut venir soutenir l'apprentissage, il faut imaginer que le cerveau, c'est comme un réseau complexe de routes. Allez. Si le stress, il va dresser des barrages, ben, l'information, de facto, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va plus pouvoir circuler de façon fluide et harmonieuse. Alors, la force de la kinésiologie, euh, pour moi, elle réside en fait dans sa capacité à rouvrir en fait ces barrages, tout simplement, à rouvrir les voies, à enlever ces barrages, en passant par le corps plutôt que par la seule volonté mentale. Donc, et comment cette synergie entre mouvement, test musculaire, gestion du stress va favoriser la consolidation des acquis. Et en fait, le test musculaire, je ne rappelle plus, ne mesure pas la force physique, mais vraiment la réponse du système nerveux. Lorsqu'un enfant il est confronté à une tâche, c'est-à-dire lire un texte, tenir un stylo, mémoriser une table de multiplication, son corps y réagit. Donc, et si le muscle, puisqu'on a des protocoles, hein, enfin, des tests entre guillemets qui sont vraiment ciblés sur ces apprentissages. Hein. Donc, si le corps y réagit, c'est-à-dire que le muscle il lâche, ça indique vraiment qu'il y a une information qui est soit liée à l'écriture, soit liée au calcul, soit liée, que sais-je, qui fait un stress et qui court-circuite l'accès à ses capacités cognitives en quelque sorte. Donc, une fois qu'on a ciblé le blocage, ça peut être la vision, hein, une difficulté, une fatigue oculaire, ça peut être l'audition,
difficulté à traiter les sons, ou une émotion ancienne, hein, peur de l'échec, etc. Une fois qu'on a précisément identifié la source du parasitage, on évite enfin, on évite à l'enfant de s'épuiser dans des rééducations qui ne porteraient pas sur la bonne cause. Et ça permet à l'enfant de retrouver en fait un apprentissage, mais qui ne serait pas qu'une activité cérébrale. En fait, c'est ça qu'il faudrait retenir. L'apprentissage, c'est aussi une activité senso, senso, je vais y arriver, sensorimotrice, c'est-à-dire qu'elle inclut également tous nos sens moteurs, et l'ouïe, la vue, etc. Donc, pour lire, pour écrire, le cerveau, il doit faire coopérer ces deux hémisphères, hein. Le logique, décodage, on va dire, le gauche, le droit pour tout ce qui est globalité, sens, créativité. La majeure partie des personnes, ça peut être inversé, mais donc, la kinésiologie, au travers notamment de la branche qu'on appelle Brain Gym, qui est vraiment le focus, l'outil phare en fait pour tout ce qui est lié au problème d'apprentissage, ça permet de stimuler ce corps calleux là qui se situe entre les deux hémisphères. Et une fois que la connexion elle est rétablie à travers très souvent des mouvements, parce que le mouvement, comme je disais, c'est la vie, et ben l'enfant, il ne se contente plus de déchiffrer laborieusement, donc avec l'hémisphère gauche seul, il accède au sens de ce qu'il lit aussi, avec l'hémisphère droit. Donc le mouvement, il muscle en fait les circuits neuronaux nécessaires à cette collaboration. Euh, ce que lorsqu'un enfant est stressé, ou même nous, hein, quand on est stressé, comme je dis souvent, notre cerveau, il fonctionne en mode survie. Donc, c'est quoi le mode survie? Système limbique. Et dans cet état, quand on est en mode survie, ben, tout ce qui est zone de raisonnement, de mémorisation, de concentration, sont ben, ils partent en... Ouais, ils sont plus accessibles. On n'y a plus du tout accès ou de façon parcellaire. Donc, pour qu'une leçon au niveau d'un enfant elle puisse être enfin, que l'enfant soit en mesure de mémoriser, ben, elle doit être traitée sans alarme émotionnelle, tout simplement. Moi, je trouve que la kinésiologie, elle utilise bon, les points d'acupression, les contacts doux, les mouvements pour apaiser le système nerveux. Et quand on libère le stress associé à une matière, eh ben, on permet au cerveau d'avoir à nouveau totalement accès ou de passer totalement en capacité de la mémorisation à court terme. Le par cœur anxieux, par exemple, quand tu as un enfant, voilà, il faut que j'apprenne par cœur la poésie, je vais jamais y arriver. Voilà. Ben, au lieu de passer à ça, pardon, à la mémorisation court terme, eh ben, on l'aide à s'apaiser et donc d'avoir une intégration profonde plus facilitée ou facilitante. Et en résumé, si je pouvais résumer, euh, là où l'enseignement classique apporte du contenu, ben, la kinésiologie va préparer le contenant. Le mouvement, ça réveille le corps. Le test musculaire, il va guider l'intervention. Et la libération du stress, il va sécuriser le système. Et c'est cette alliance qui va transformer un apprentissage laborieux en un processus fluide et durable. Eh bien, merci beaucoup, Josepha. Avec plaisir, Sophie. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques avec Josepha, toujours dans la bonne humeur et le partage. Merci à vous, à bientôt.